Kémy Séba, bonjour. Vous êtes l'une des figures les plus populaires du panafricanisme contemporain. Selon vous, en 2025, quels sont les défis principaux auxquels le panafricanisme est confronté? Bonjour à vous pour commencer, et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regarderont. Je pense que les premiers défis les plus importants en cette année 2025 et plus globalement au XXIe siècle, c'est que le panafricanisme ne se contente plus d'être dans une dynamique de contestation, dans une dynamique de résistance uniquement à l'impérialisme. On doit être capable aussi de se préoccuper de l'injustice sociale, des questions liées à l'écologie, mais dans une dynamique endogène et non pas matérialiste dans son acception occidentale. Et on doit être capable de faire rêver les populations en se disant qu'elles n'auront pas besoin de chercher l'espérance à l'extérieur, mais pour le trouver à domicile. Et ça passe par le fait de mettre la question de la justice sociale au centre des enjeux. Au Bénin, comme en Côte d'Ivoire, nous entrons dans une phase décisive de période électorale. Vous qui aviez déclaré en janvier de cette année votre intention de vous porter candidat à la présidentielle, êtes aujourd'hui confronté à une impossibilité de vous présenter à cause du code électoral béninois qui empêche les 3/4 des opposants de pouvoir déposer leur candidature. Comment vous positionnez-vous par rapport à ça? Écoutez, je pars du principe qu'il est important que les dirigeants que sont le président Patrice Talon et le président Alassane Ouattara sachent qu'il y a une partie de la classe politique qui est exclue aujourd'hui, qui n'acceptera pas ces exclusions. Sache qu'il y a une partie de l'opinion publique qui n'accepte pas ces manipulations. Sache qu'il y a une partie de la population qu'ils sont censés protéger, représenter et diriger qui n'accepte pas cette électorale discrimination. Bon, vous savez, je suis quelqu'un de très pragmatique. Quand vous êtes à la tête d'un État, si vous voulez que ce soit une dictature, il faut le dire publiquement à la population. Il faut l'expliquer, il faut l'exposer. Vous dites que vous êtes dans un processus particulier et que ce processus particulier ne permet pas, par exemple, que l'on puisse être dans une démarche démocratique. Je prends l'exemple du clown Zelensky qui, parce qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, déclare qu'il ne peut pas parler d'élection en une période où il y a la guerre. C'est quelque chose qui est du domaine de l'intelligible. Dans un autre ordre d'idée, Ibrahim Traoré a dit qu'il n'est pas à l'heure actuelle en démocratie, il est en révolution. Face à un système néocolonial qui utilise sous proxy des groupes qui sèment la terreur pour déstabiliser le pays. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est quelque chose qui est du domaine de l'intelligible. Dans une période d'exception, il peut y avoir un régime d'exception. Le problème, c'est que les présidents que vous venez de mentionner, le président Patrice Talon et le président Alassane Ouattara, veulent se draper du manteau de la démocratie, mais agissent vis-à-vis de la population en activant les moyens de la dictature. Et c'est pour ça que je parle du concept de la démocrature. Et quand on est dans une démocrature, la démocrature est ce qui est à la base de la déstabilisation. Parce que quand vous voulez jouer à l'extérieur aux démocrates, mais que vous asphyxiez votre population, je rappelle qu'au Bénin, par exemple, une série spectaculaire d'opposants, dont certains qui me sont très proches, sont incarcérés pour délit d'opinion. Le représentant de mon organisation internationale Urgence panafricaniste, Shadrach Ondigbo Watowede, pour avoir dénoncé l'injustice sociale au Bénin, est incarcéré aujourd'hui. Il est en mandat de dépôt, il n'a toujours pas eu son jugement final. Le général Louis-Philippe Oudénion, qui dénonçait le manque de souveraineté de la gouvernance du président Patrice Talon et son alignement vis-à-vis des intérêts français, est incarcéré aujourd'hui pour aucune raison, si ce n'est qu'il ait dénoncé justement ce manque de souveraineté-là. Les services secrets du Bénin ont été kidnappés au Togo, le frère Steve Amoussou, en l'accusant de critique politique vis-à-vis du régime, délit d'opinion. En Côte d'Ivoire, les services secrets ivoiriens ont livré aux services secrets béninois le journaliste Komlan Hugues Sosoupé le mois dernier pour avoir critiqué la gouvernance du président Patrice Talon. Joël Aïvo, opposant incarcéré juste parce que c'est un opposant. Rekia Madougou incarcéré juste parce que c'est une opposante. Et le gouvernement béninois se présente dans le même temps comme un gouvernement qui est dans une dynamique démocratique. C'est quelque chose qui ne va pas. Et donc quand on est maintenant, via le code électoral que le président Patrice Talon est en train de vicier, dans une démarche de vouloir exclure 80% de la classe politique, empêcher 80% de pouvoir candidater au présidentiel, qu'est-ce que vous pensez que cela crée quand on exclut quelqu'un, quand on exclut des gens? Eh bien, vous donnez la volonté à ces gens
de se constituer leur propre puissance et de faire entendre leur voix. Il faut que le président Patrice Talon sache qu'il a beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Il a des alliés puissants, en l'occurrence ses alliés qui sont les forces néocoloniales, et notamment le gouvernement français, avec l'armée française qui le back-up de manière structurelle. Il y a eu aussi un gros financement de l'ambassade de France qui a été fourni à la HAC, qui est le système de régulation audiovisuelle du pays, pour lutter contre les discours, entre guillemets, anti-français. Ce ne sont pas des discours anti-français, ce sont des discours anti-néocoloniaux. Donc il y a aujourd'hui une amplification des moyens du régime pour réprimer toute force discordante. Moi qui vous parle, depuis que j'ai pris position en dénonçant les liens entre le président Patrice Talon et la France-Afrique, le président Patrice Talon, par sa manipulation des médias, parce qu'il a acheté la plupart des médias, il a fermé tous les médias indépendants au Bénin aujourd'hui, et il a retourné des médias qui étaient un tantinet indépendants. Hier, des médias comme Bénin Web TV, qui étaient un petit peu indépendants, ils se sont fait taper sur les doigts. Aujourd'hui, ils sont devenus les caniches du pouvoir. On a des médias comme Sika TV qui ont été fermés. On a des médias dans lesquels je travaillais comme chroniqueur politique, comme Gold TV, qui ont été fermés. Dès qu'on ne va pas dans l'alignement vis-à-vis du président, ça ne marche pas. Et à partir maintenant de sa manipulation des médias qui demeure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une campagne de diabolisation hystérique pour essayer de criminaliser toute voix qui s'oppose politiquement. Et donc, quand moi j'ai dénoncé les liens entre le gouvernement béninois et la France-Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Patrice Talon m'a présenté comme un ennemi de la nation. Parce qu'il faut s'en convaincre. Il n'y a pas un autre objectif à l'activisme, soi-disant, de M. Kami Seba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Je ne suis pas un ennemi de la nation. Je suis un ennemi du système néocolonial. Et ça me fait penser un petit peu, comparaison n'est pas raison, sachant que je méprise profondément De Gaulle, mais quand De Gaulle dénonçait les liens entre le maréchal Pétain et l'Allemagne nazie, le maréchal Pétain a déclaré que De Gaulle était un apatride, était un ennemi de la nation. De Gaulle n'était pas un ennemi de la nation, il était un ennemi de la collaboration entre la France et l'Allemagne nazie. Eh bien moi, je ne suis pas un ennemi de mon pays, mais je suis un ennemi du lien et de la relation de subordination entre le président Patrice Talon et la France-Afrique. On observe un branding hyper réactif de la marque Bénin sur les réseaux sociaux avec une multitude d'influenceurs qui en font la promotion. Quel est votre regard sur cette stratégie? C'est une méthodologie qui n'est pas nouvelle. Celui qui a inauguré ce processus-là, c'est Paul Kagame, le génocidaire du côté du Kivu. Kagame a été le premier à faire venir des influenceurs pour communiquer sur la marque Rwanda, pour faire la propagande sur la beauté du Rwanda, sur la beauté des infrastructures, sur la beauté de la gestion du régime du président Paul Kagame. Par la suite, Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, a fait la même chose en faisant venir des influenceurs pour vanter les mérites des infrastructures d'Abidjan, la beauté d'Abidjan, que c'est une nation qui est un petit peu dans les standards occidentaux, mais dans son acception africaine. Et donc, lors de la CAN, par exemple, on a vu toutes les influenceuses et tous les influenceurs venir et faire la promotion de la marque Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au Bénin, on a le fils du président Patrice Talon, Lionel Talon, et d'autres communicants et communicantes qui sont dans une démarche, plus que jamais, de faire venir les influenceurs pour faire la promotion du Bénin. Mais quand ils font la promotion du Bénin, moi je suis content quand on parle de mon pays en bien, j'en suis ému et heureux. Sauf qu'ils ne font pas la promotion pour la beauté du Bénin, où ils font semblant de ne pas le comprendre. Ils font la promotion pour le travail politique, de gestion infrastructurelle et pour le travail de la gouvernance du président Patrice Talon. Et le but de cette propagande, quand le gouvernement béninois paye à gros prix les influenceurs, c'est pour essayer de détourner l'attention par rapport aux questions d'injustice sociale, par rapport aux questions de répression politique vis-à-vis des forces d'opposition, par rapport aux questions de soumission à l'entité néocoloniale française. Le président Patrice Talon sait qu'en faisant venir ces influenceurs qui ont une audience qui est convenable sur les réseaux sociaux, en additionnant tous ces influenceurs, cela permettra d'éluder l'aspect critique qui est très présent au sein de la population béninoise vis-à-vis de la gouvernance Talon. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a à l'échelle publique des influenceurs qui font la propagande du régime, de sa gouvernance, des infrastructures et du Bénin. On a de l'autre côté des médias qui sont tenus en laisse par le gouvernement, qui disent exactement ce que le gouvernement veut entendre. Les médias dissonants, discordants sont fermés et interdits. Et à côté de ça, ceux qui osent s'opposer sont soit incarcérés ou poussés à l'exil. Je pense que ça doit pousser à la réflexion. Et je m'adresse à mes frères et sœurs que j'aime profondément, dont certains que je connais sont engagés par le gouvernement Patrice Talon pour faire la propagande
de promotion soi-disant touristique, mais en réalité la propagande gouvernementale. Vous savez, je vous aime, mais faites attention, parce qu'aucun gouvernement n'est éternel. Et les influenceurs et influenceuses qui font la propagande du régime, comme ils ont fait la propagande du génocidaire Paul Kagame dans d'autres sphères auparavant, ou d'Alassane Ouattara à la CAN ou ailleurs, quand ces régimes vont tomber, les gens qui ont fait la propagande pour ces régimes auront des comptes à rendre aussi. Et je le dis parce que ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Et je ne veux pas que certains disent qu'ils n'ont pas été avertis. La souveraineté, c'est une question cruciale et vitale. On ne joue pas avec ça. L'indépendance et l'autodétermination, c'est une question vitale. On ne joue pas avec ça. Quand certains collaborent avec la France-Afrique, en faisant mine de collaborer uniquement pour la promotion touristique, il faut qu'ils sachent qu'ils marquent contre leur camp sans savoir. Et en politique, ma longue expérience me le rappelle, 26 ans de combat politique, rien n'est éternel. Aucun régime, fût-il le plus puissant, n'est éternel. On a vu avec l'audit effectué au Sénégal que Macky Sall avait fortement endetté le pays. Pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, comme au Bénin, on semble en présence d'une politique économique qui semble plus nourrir les intérêts étrangers que ceux du pays? Mais c'est l'archétype du concept que l'on nomme le développement. Développement, c'est un concept qui est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre froide, qui a été énoncé en premier lieu par le président Truman, pour parler justement de pays qui étaient, comme il le présente, sous-développés, sous-entendu qui étaient arriérés par rapport à ce qu'il estime être la civilisation ultime, les États-Unis. Et il ciblait les pays africains et les pays asiatiques et les pays arabes. Et il disait que la meilleure façon pour ces pays de se civiliser, c'était de se rapprocher du modèle américain. Sous-entendu, nous, dans nos réalités, nous étions des nations barbares. Notre ontologie, notre vision civilisationnelle, c'était une vision barbare. Et donc, il disait que la seule solution pour que ces pays sortent de la barbarie, c'est qu'ils se rapprochent du modèle des États-Unis et qu'ils rentrent dans ce qu'il appelait donc le développement, c'est-à-dire se rapprocher progressivement du modèle américain. Et pour cela, il fallait les incorporer dans le processus du néolibéralisme, qui est l'ultime forme du capitalisme, qui est l'ultime forme du néocolonialisme. Par la suite, le théoricien Walt Rostow a théorisé cela dans le cadre de ce qu'il appelle justement le concept du développement. Et on a fait la promotion. Et ça s'inscrivait dans une dynamique de guerre froide entre les pays qui voulaient la justice sociale et l'égalité et ceux qui voulaient le profit individuel au détriment de la majorité. Et l'effondrement du mur de Berlin a consacré la défaite ultime. Moi, je suis pas communiste. Certains me nomment communiste. C'est pas vrai, je suis pas communiste. Mais je suis quelqu'un qui prône l'endo-solidarisme, plus que jamais. Je crois profondément à cela, ce que je conceptualise dans mon livre L'Afrique libre ou la mort comme étant l'alodo, qui signifie, en fond B, l'entraide. Je crois profondément à ça. Et donc, la défaite du communisme a consacré la victoire ultime du capitalisme, qui a connu sa forme ultime avec le néolibéralisme. Et donc, aujourd'hui, quand les gens parlent du développement, ils parlent en réalité d'une nation dont la vitrine va ressembler progressivement sur le terrain infrastructurel à l'Occident, mais qui consacre plus que jamais la victoire de l'injustice sociale, l'enrichissement d'une minorité au détriment de la majorité et le surendettement des nations par les entreprises occidentales. Parce que ce sont ces entreprises occidentales qui, profitant du dumping social, viennent avec leurs employés et leurs travailleurs et créent des infrastructures, mais en surendettant le pays. Et c'est pour ça que la population dit on ne mange pas les routes. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir un développement, si tant est que le concept du développement soit adéquat, mais qu'on ait une amélioration des conditions humaines. Parce que la paupérisation ne profite à personne, sauf à une minorité qui se gave. Et le problème, c'est que le président Patrice Talon a eu sa fortune dans un cadre néolibéral. Et donc, il ne peut prôner que ce en quoi il croit, et il ne peut prôner que ce qui lui a permis d'être milliardaire. Il n'est pas devenu milliardaire à la sueur de son front, il est devenu milliardaire par décret. Ce sont les présidents Yahi Boni et autres, et Soglo, qui lui ont permis justement d'avoir accès à certains marchés pour qu'il puisse devenir milliardaire. Il ne l'était pas auparavant. Donc, moi, je crains, et je le constate, que ce qui s'est passé avec le président Macky Sall, qui, lorsqu'il était président, tout le monde disait qu'il y avait des très bons chiffres économiques par rapport au Sénégal, qu'il y avait des bons indices de développement. C'est exactement la même chose que l'on voit pour le Bénin. D'ailleurs, on disait que la Côte d'Ivoire, première économie de l'UEMOA, on disait que le Sénégal était la deuxième économie. Personne ne parlait des problèmes économiques de surendettement. Il a fallu que le régime tombe pour qu'on voit qu'en réalité, c'était du maquillage. On mettait, comme dirait l'autre, du mascara sur un cocard. Kémy Séba,
Merci. Merci à vous, merci infiniment.